Bonjour, bienvenue en classe sur le RTM. Ce matin, nous allons voir en option TCA et TCB la mercantique. Bien, donc plan de cours en grande définition, grande 2, approche du marché, grand 3, produits et prix. Bien, en grande définition, la mercantique se définit comme l'ensemble des actions qui ont pour objectif de prévoir ou de constater, de stimuler, de susciter ou de renouveler les besoins du consommateur et de réaliser ainsi l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi déterminés. Donc la mercantique ici, c'est l'appellation française, n'est-ce pas, du terme marketing. Donc, vous savez, tout simplement, ça c'est pour étudier le marché et déterminer, n'est-ce pas, l'objectif, c'est-à-dire comment inciter les consommateurs, n'est-ce pas, et encore encourager, n'est-ce pas, la production. Bien, donc, définition du marché. Vous savez que le marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc la notion d'échange conduit à celle du marché. Le marché peut être défini comme le lieu de rencontre de l'offre et la demande, de l'acheteur et, n'est-ce pas, vendeur. Il est constitué par l'ensemble des personnes capables et désireuses, n'est-ce pas, de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin. Le marché, c'est ça? C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'acheteur et vendeur. Bien, donc en grand 2, approche du marché. Une entreprise dispose de 2 approches pour s'insérer sur un marché. Elle peut, n'est-ce pas, le faire à partir de la demande sur le marché ou au contraire à partir de l'offre. Voilà, parce qu'avec ça, l'offre c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, les entreprises. Ça représente les entreprises parce que c'est eux qui offrent, n'est-ce pas, sur le marché. Et la demande ici, ça c'est pour, n'est-ce pas, les consommateurs. Donc les deux se présentent sur le marché. Bien, donc nous avons en petite approche à partir de la demande, la segmentation. Une entreprise qui décide d'investir, un marché ne peut s'adresser à tous les acheteurs. Elle doit rechercher un sous-marché attractif et compatible avec ses objectifs. Elle recherchera sur ce marché le ou les segments qui l'intéressent et appliquera un marketing ciblé à l'aide de produits adaptés. Le marketing ciblé implique une démarche en 3 temps, c'est-à-dire ici segmentation, ciblage, positionnement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle segmentation. Si une entreprise décide d'investir, n'est-ce pas, elle ne doit pas s'adresser comme ça à tous les acheteurs. Donc, n'est-ce pas, l'entreprise doit cibler, n'est-ce pas, un sous-marché ou bien soit un marché. Donc, c'est-à-dire comment étudier et comment, n'est-ce pas, offrir sur le marché. Bien, donc nous avons la segmentation consiste à découper le marché en sous-ensembles homogènes, significatifs. Les segments, les enquêtes de consommation et sondages permettent d'établir une segmentation assez précise des marchés. Les critères de segmentation peuvent être géographiques, socio-démographiques, c'est-à-dire âge, sexe, revenu, ou, n'est-ce pas, comportementaux. Bien, nous avons l'approche à partir de l'offre, le positionnement. Le positionnement ou différenciation est la mise en évidence de différences destinées à distinguer l'offre d'une entreprise de celle, n'est-ce pas, de ses concurrents. L'offre d'une entreprise et l'offre de ses concurrents. Une entreprise peut différencier son offre à partir, n'est-ce pas, de 5 principaux supports. Nous avons le produit, les services, le personnel, le point de vente et l'image. Voilà les 5 principaux supports, n'est-ce pas, que l'entreprise peut différencier son offre par rapport à d'autres, c'est-à-dire par rapport à ses concurrents. La fonctionnalité
la performance, la durabilité, la fiabilité, la séparabilité, le style, le design sont les critères de différenciation par les produits. Bien, nous avons une technique utilisée pour l'étude de marché, l'enquête. L'enquête est très importante pour une entreprise. Ça permet, n'est-ce pas, de positionner très bien l'entreprise face, n'est-ce pas, à ses concurrents. Donc, la collecte des informations a lieu grâce aux enquêtes qui consistent à rechercher et recueillir de façon méthodique des informations relatives au comportement d'achat, vu, n'est-ce pas, les contraintes relatives au coût et au temps. L'enquête est menée auprès, n'est-ce pas, d'un échantillon représentatif de la population à étudier. Un échantillon, c'est comme une portion. On ne va pas étudier, n'est-ce pas, toute une population. On prend seulement une portion, n'est-ce pas, et essayer de mener une enquête par rapport, n'est-ce pas, autour de cela et se positionner face, n'est-ce pas, au marché. Au cours de l'enquête, un questionnaire est administré à l'échantillon et les résultats de cet exercice peuvent être extrapolés à l'ensemble de la population cible. Même si leur coût est souvent élevé, les études du marché n'en sont pas moins nécessaires. La connaissance du marché, en particulier la connaissance des besoins des consommateurs, est une nécessité pour toute une entreprise qui ne veut pas rester ou devenir marginale. C'est-à-dire, il faut étudier, n'est-ce pas, le marché, c'est-à-dire connaître le goût, n'est-ce pas, de la population et connaître encore leur pouvoir d'achat. On ne doit pas aller sur un marché ou bien soit essayer de créer une entreprise dans un village, bien ainsi de suite, et sans étudier le pouvoir d'achat de la population, connaître, n'est-ce pas, leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables, n'est-ce pas, d'acheter vos produits. Donc il faut étudier, n'est-ce pas, le niveau, le pouvoir d'achat de la population pour, n'est-ce pas, offrir les produits sur le marché. Bien, donc après nous avons en grand 3, produit et prix. Le produit, définition. On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. Un produit, c'est ça. Tout ce ça peut être, n'est-ce pas, des biens matériels ou bien des biens immatériels, comme nous avons ici automobiles, postes de TV, boissons, ainsi de suite. Et, n'est-ce pas, des biens immatériels, des services, transport, assurance, n'est-ce pas, ou d'une idée, gain de temps, bien-être, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle produit. Bien, donc nous avons identification du produit. Tout produit doit pouvoir se différencier des autres à travers, n'est-ce pas, ses caractéristiques propres. Ces caractéristiques propres sont, entre autres, nous avons la gamme de produits. La gamme de produits. Une gamme est un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus, n'est-ce pas, dans les mêmes lieux. Gamme de produits de beauté, par exemple. Donc, une gamme, c'est un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière et s'adressent aux mêmes clients. Donc, c'est ce qu'on appelle gamme. Bien, donc après, nous avons le cycle de vie du produit. Les produits subsistent. Les produits subsistent la même loi, la loi des besoins. Lorsqu'un besoin est satisfait, un autre besoin naît automatiquement. Donc c'est pourquoi on dit que les besoins sont illimités. Ainsi, les produits vont naître et mourir après avoir traversé plusieurs tranches de vie. Donc c'est comme, n'est-ce pas, c'est le cycle de vie, le parcours, ou bien soit, n'est-ce pas, le passage d'un point A à un autre point. C'est-à-dire ici, c'est, comme on appelle ça, la durée en un mot. Donc c'est ce qu'on appelle ici le cycle de vie des produits. Bien, après nous avons le prix. Définition, le prix se définit comme l'expression monétaire de la valeur d'un bien. Le prix, c'est ça, la valeur d'un bien. Donc si on a un bien, quelle est sa valeur? C'est à travers le prix. N'est-ce pas? Ou bien soit auparavant, comme on utilisait le troc, c'était produit contre produit. Donc là, si par exemple le A égale à 2 fois B, donc là on a déjà donné l'équivalence en fonction de B. Donc, mais ici, pour éviter tout cela, on a essayé, n'est-ce pas, d'introduire la monnaie, n'est-ce pas, comme ici, moins d'échanges. Donc ici, le prix
c'est défini comme l'expression monétaire, la valeur qui détermine la valeur d'un bien. Objectif et contrainte. La fixation par l'entreprise d'un prix de vente adéquat répond à certains objectifs, mais cette fixation est soumise à des contraintes. Nous avons ici les objectifs. La fixation des prix a pour objectif de conquérir ou de maintenir une part de marché, de maximiser les profits ou d'atteindre une rentabilité suffisante, de rembourser rapidement les investissements, les emprunts, décourager, suivre ou, n'est-ce pas, attaquer les concurrents. Voilà l'objectif de la fixation des prix. Donc ici, la fixation des prix, c'est comment on peut avoir une part importante sur le marché et, n'est-ce pas, maximiser le profit. Comment on doit maximiser le profit? C'est-à-dire qu'on ne doit pas produire, n'est-ce pas, en perte. Donc il faut produire et avoir, n'est-ce pas, un bénéfice. Et de rembourser automatiquement, rapidement, n'est-ce pas, l'investissement. Ou bien les emprunts. Et ou bien, comme si nous sommes en concurrence, comment décourager, n'est-ce pas, les concurrents. Voilà l'objectif de la fixation, n'est-ce pas, des prix. Bien, nous avons les contraintes. Les principales contraintes à la fixation des prix sont les coûts de production, la capacité de production et aussi la législation. Le coût ici, c'est, n'est-ce pas, l'ensemble des éléments utilisés, n'est-ce pas, pour la confection d'un produit. Tout ce qu'on a utilisé, qu'on a inséré, n'est-ce pas, qu'on a utilisé pour avoir un bien. C'est ce qu'on appelle le coût. Donc là, c'est une contrainte parce que ça permet maintenant de se situer, n'est-ce pas, le prix. Comment on doit fixer le prix, à quel niveau. Si on a investi, comme on appelle ça, pour confectionner une miche de pain, on a dépassé 100 francs, donc tu vas te situer à quel prix, n'est-ce pas, on va étaler ce produit sur le marché. Après, nous avons la capacité de production. Donc, la capacité de production, ça peut dire aussi la compétence même, soit la rapidité, ou bien la lenteur, ainsi de suite, pour voir à quel temps on a mis, n'est-ce pas, pour la production, ou bien sur la production. Et aussi la législation, c'est les lois ici. Peut-être ça peut être des contraintes aussi. L'État, si l'État impose, ou bien si l'État intervient, ou bien si l'État essaie de baisser pour favoriser la production, tout ça, c'est des contraintes. Bien, donc nous avons l'élasticité de la demande par rapport au prix. Pour connaître la réaction des consommateurs face à une variation du prix, on calcule les indicateurs qui sont l'élasticité directe et l'élasticité croisée. L'élasticité ici, ça permet, n'est-ce pas, de voir la position des consommateurs face à une modification ou bien à la variation même du prix. Et si on augmente le prix, quel est, n'est-ce pas, comment les consommateurs se comportent. Et si on diminue le prix, quelle est, n'est-ce pas, leur réaction face, n'est-ce pas, à ces différentes variations. C'est à travers l'élasticité qu'on peut, n'est-ce pas, se situer par rapport au comportement des consommateurs. Nous avons l'élasticité directe ou simple. Elle exprime la variation de la quantité demandée d'un bien suite à une variation du prix de ce même bien. Donc ici, si vous avez l'élasticité, on peut se situer. Donc, on a ici 6 exemples. Si l'élasticité, n'est-ce pas, de Q, E de Q par rapport à P, ça veut dire l'élasticité de la demande par rapport au prix. Si c'est inférieur à 0, cela signifie que lorsque le prix augmente, la quantité diminue. Ça, c'est pour les biens normaux. Ça, c'est pour les biens normaux. Donc, si le prix augmente, la quantité diminue. Et si, par exemple, l'élasticité, nous avons ici l'élasticité de la demande par rapport au prix est supérieure à 0, cela veut dire quoi? Lorsque le prix augmente, la quantité augmente. C'est des biens de, n'est-ce pas, de luxe. Donc, on voit sur le marché, certains préfèrent cela parce que ça, c'est pour se faire distinguer. Parce que nous sommes les seuls à un pouvoir, à avoir, n'est-ce pas, à ce prix, tel produit. Là, c'est de luxe, c'est des biens de luxe. Bien, donc l'élasticité croisée. La demande d'un bien X peut être affectée en hausse ou en baisse suite à la variation du prix d'un autre bien Y. On parle de l'élasticité de substitution ou l'élasticité croisée. Par exemple, l'élasticité, l'augmentation du prix de l'énergie peut décourager l'achat de certains biens
ménagers. Par exemple, le réfrigérateur, par exemple. Donc, on voit que quelqu'un qui produit ainsi de suite, qui a besoin de la glace, n'est-ce pas, il sait que l'énergie, cela augmente, non, ça lui décourage parce que la consommation, la quantité aussi augmente. Donc, là, ça lui décourage. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'élasticité croisée, l'augmentation. Parce que l'augmentation du prix de l'énergie va entraîner aussi, n'est-ce pas, ça décourage l'achat de certains biens parce que ça augmente les charges. C'est ce qu'on appelle ici élasticité croisée. Bien, donc nous avons les méthodes de fixation de prix. Le prix d'un bien peut être fixé en fonction du coût de production. On a déjà en parlé parce qu'on sait que à travers le coût, automatiquement l'entreprise se situe, n'est-ce pas, par rapport au prix. Parce que c'est ce qu'on a dépensé pour la confection. Donc à quel prix maintenant on doit étaler ce produit sur le marché. Donc c'est ce qu'on appelle ici méthode de fixation de prix. Donc le prix d'un bien peut se fixer en fonction du coût de production. Bien, en fonction de la concurrence ou encore suivant la demande et l'offre. Suivant la demande et l'offre. Parce qu'il y a il n'y a plus de demande, parce qu'on produit, normalement, on doit produire en fonction de la demande. Donc voilà comment l'entreprise peut fixer le prix. Bien, donc la fixation du prix suivant la demande et l'offre suppose que le niveau de l'offre et de la demande, n'est-ce pas, sur le marché détermineront la quantité et le prix d'équilibre. Bien, donc nous avons ce petit graphique. Donc nous avons ici la demande, vous avez, n'est-ce pas, la demande ici, ça représente les consommateurs, et vous avez l'offre par là, là ça demande, ça représente, n'est-ce pas, les producteurs. Donc le point de rencontre, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle ici l'équilibre sur le marché. Donc l'équilibre sur le marché, n'est-ce pas, là où les deux se croisent, c'est-à-dire là où les deux se coupent. Donc le point de confrontation ici détermine la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre sur le marché. Donc c'est pourquoi nous avons ici cette quantité d'équilibre et vous avez par là, regardez ici, vous avez le prix d'équilibre. Bien, donc maintenant si le prix augmente, supposons ici on a P1. Donc avec P1, nous avons ici P1, voilà, P1. Donc P1, donc ça c'est au-dessus du prix d'équilibre. Donc si le prix augmente, on va voir le comportement des consommateurs. Donc par rapport au prix d'équilibre. Donc on voit que si, n'est-ce pas, cela augmente, regardez la quantité demandée. Nous sommes à Q1. Donc inférieur maintenant, n'est-ce pas, à la quantité d'équilibre ici. Donc obligatoirement, si le prix augmente, la quantité demandée diminue. Parce que le prix a augmenté, ça diminue leur pouvoir d'achat. Donc automatiquement, ils diminuent, n'est-ce pas, leur consommation. Donc avec PD, donc nous avons PD ici, on voit que si le prix baisse, ça, nous sommes au-dessous, n'est-ce pas, des PE, c'est-à-dire du prix d'équilibre. Donc si le prix baisse, il faut voir la quantité, n'est-ce pas, Q3, pardon, Q2 est là. Donc là, ça dépasse, n'est-ce pas, la quantité d'équilibre. Donc c'est ce que nous voulons. Si le prix baisse, la consommation augmente. Et si le prix augmente, on diminue la consommation. Voilà. Donc la courbe là, et le point d'équilibre ici, c'est le point de rencontre entre l'offre et la demande. Donc si vous avez la fonction d'offre, vous avez la fonction de demande, vous égalisez les deux. N'est-ce pas? Et la quantité correspondante est appelée ici la quantité d'équilibre et le prix correspondant est appelé, n'est-ce pas, le prix d'équilibre. Donc le prix est toujours sur l'axe, n'est-ce pas, des Y ici. Voilà, vous avez, n'est-ce pas, sur l'axe des Y, vous allez mettre le prix là-bas, et sur l'axe des X, vous mettez la quantité, ou bien les quantités. Donc là où les deux se rencontrent, n'est-ce pas, nous avons le prix d'équilibre. Bien, donc nous avons en petit 4, autre politique de fixation des prix. Il existe d'autres politiques de fixation de prix, n'est-ce pas, comme la politique du prix psychologique, c'est-à-dire ici, au prix d'acceptabilité. L'entreprise opte pour le prix qui lui permettra d'atteindre, n'est-ce pas, la plus grande part, n'est-ce pas, du marché, après une enquête auprès du marché ciblé. Donc là, ici, l'entreprise va étudier, c'est ce que je vous ai dit,
pour voir un peu le pouvoir d'achat, la capacité des consommateurs. Et à travers cela, l'entreprise va se positionner. Qu'est-ce que je dois faire? La population est très riche, ou bien la population a un niveau comme ça. Donc, c'est pourquoi on appelle ici, comment on appelle ça, la politique de fixation, on appelle ça politique du prix psychologique, pour voir un peu la position de la population, leur pouvoir d'achat. Bien, après nous avons la politique d'écrémage, qui consiste à sélectionner la clientèle pour un prix élevé, cas de produits de luxe. Donc là, si l'entreprise sait que les gens sont riches, pourquoi pas? On va augmenter le prix, n'est-ce pas, pour avoir une part importante sur le marché. Après, la politique de pénétration qui vise à rechercher la plus grande part du marché par un prix attractif, cas de produits de grande consommation. Là, l'entreprise va étudier aussi pour voir effectivement est-ce que la population, le niveau de la population est se positionner par rapport à ça, si on doit baisser pour attirer la consommation ou bien ainsi de suite. Quand même, l'entreprise doit étudier, n'est-ce pas, le niveau de vie, le pouvoir d'achat de la population. Bien, donc je vous remercie.